Patrick Bénard, bonjour. Bonjour Douglas. Donc j'aimerais vous présenter, vous êtes l'auteur du livre Le Post-Rock, dont le sujet est éponyme. Oui. Et j'aimerais du coup demander tout simplement pour commencer de vous présenter. Effectivement, je m'appelle Patrick Bénard. J'ai eu la chance de pouvoir écrire ce livre, Le Post-Rock, dans la mesure où c'est un sujet qui n'a jamais été traité en France. Oui, c'est ça, c'est le premier livre qui parle du post-rock en France. Voilà, sinon je suis auteur, écrivain et jeune retraité. Incroyable. C'est étonnant, hein. Et du coup, on va faire comme les dissertes de philo, on va définir les termes du sujet. Qu'est-ce que le post-rock ? Alors d'abord, c'est un terme qui a été employé par un des plus grands critiques journalistes anglais pour une revue qui s'appelle The Wire. L'auteur s'appelle Simon Reynolds. Il l'a employé la première fois, c'était en 93 ou 94, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui a sorti cette expression post-rock parce que il était bien embêté pour définir certains types de musique. Et notamment des musiciens qui, pour le coup, utilisaient la musique et n'utilisaient quasiment pas les paroles. C'est comme de l'instrumental un peu ? Ouais, c'est à 99% instrumental et 1% chanté. Alors, soit souvent, ce sont des chants murmurés, ou alors parfois, il y a un morceau qui est chanté. Mais sinon, c'est entièrement instrumental. Et ça peut durer entre 5 et 30 minutes, quoi, le morceau. Ouais, on est sur du titre Voilà. bien long, quoi. Ce qui fait que c'est un format qui n'est pas facile à se faire connaître à la télé et à la radio. Post-rock a évolué, puis l'avantage de ce style de musique-là, c'est qu'elle est à la fois, je trouve, intemporelle et internationale. Et étant donné l'originalité du sujet, comment est-ce qu'on pourrait qualifier le livre, le post-rock ? Alors on va dire que c'est une espèce d'anthologie, mais une anthologie un petit peu différente de celles qui sont faites habituellement. C'est-à-dire on part d'un point A, on va jusqu'à un point Z. Non, moi je l'ai dit, je vais faire, puisque c'est une musique universelle, je vais parler des 6 continents. Je pense, alors là encore, hein, je tiens à préciser, c'est un livre de démarrage. Je pense que c'est plus un livre d'études qui servira plus tard, peut-être à d'autres, qui voudront approfondir le sujet. Moi, je voulais un peu dégager un peu les grandes tendances, en fait. Alors, j'ai commencé par l'Afrique. J'ai pas eu de chance. J'ai trouvé qu'un seul groupe. Je pense au Japon, par exemple, à un groupe qui s'appelle Mono. Je le recommande vraiment, absolument, qui est génial, quoi. Mais franchement, c'est une beauté absolue. Et du coup, quels seraient les groupes précurseurs du post-rock ? Les groupes précurseurs, alors moi j'ai essayé de faire un petit début. Alors c'était plus pour rigoler, mais j'ai pensé aux Shadows dans les années 60. Oula, ah oui. Bah oui, parce qu'ils faisaient que de la musique, ils chantaient pas. Mais sinon on pourrait remonter au jazz finalement, qui chante très peu, et encore plus la musique classique. On va dire que ça démarre vraiment avec des groupes krautrock. Croc-rock ? Krautrock. Krautrock. Oui, krautrock. Kraut, c'est la saucisse. D'accord. Les Allemands ont beaucoup d'humour. Le grand changement, c'était les années 80 et 90. Il est arrivé un mouvement qui s'appelait le shoegaze. Et le shoegaze est issu du mouvement punk. Le shoegaze consistait à monter quand même les guitares relativement à fond. Relativement. Oui, relativement, c'est-à-dire qu'on a 9,5 au lieu de 10. Oui. Oui. Et en fait, shoegaze, c'est parce que, pourquoi ? C'est parce que shoe, c'est les chaussures, en anglais, et tout était basé pour avoir du son différent sur des pédales d'effet. D'où est née l'attribution de shoegaze. Alors les plus connus sont My Bloody Valentine et puis Ride. Et Ride, il existe un morceau qu'on trouve en phase B dans leur meilleur morceau, Leave Them All Behind. On trouve un morceau de 12 minutes qui s'appelle Grasshopper et c'est entièrement instrumental. D'accord. Et là, pour moi, c'était une grande révélation. Et du coup, s'il devait y avoir une date clé dans l'histoire du post-rock ? Moi, je peux situer Ride, comme je en parlais, avec le morceau de Grasshoppers, qui date de 92. Mais les groupes de post-rock ont vraiment commencé à émerger entre 94 et 95, ça a vraiment commencé à émerger. Et 2000, ça a été un peu l'explosion. Et puis, il y a eu de plus en plus de groupes qui se sont mis à faire ce style de musique-là. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, je peux citer un groupe écossais qui s'appelle Mogwai.
Ouais. Donc qui viennent de sortir un album absolument exceptionnel. C'est peut-être leur meilleur d'ailleurs. Et pour une première fois, ils ont un morceau chanté Ah, qui pourrait peut-être devenir un tube parce qu'il dure que à peine 5 minutes. Et on tient peut-être le tube du post-rock. et comment il s'appelle ce titre? Richie Sacramento. L'album s'appelle As Love Continued. D'accord. C'est plutôt positif, Oui. mais leur musique l'est pas forcément. D'ailleurs, la musique post-rock, globalement, n'est pas super optimiste. On a remarqué dans votre livre que vous faites souvent mention d'un autre style qui s'appelle le mat rock. Ouais. Quelles seraient les différences majeures entre le mat rock et le post-rock? Alors, le mat rock, justement, c'est le côté jazz. Math, c'est-à-dire le côté mathématique. Mathématiques, techniques. Quand on écoute, vraiment, on est proche du jazz, mais c'est un jazz qui est pas, où il n'y a pas forcément de solo, justement. Donc, effectivement, je fais une référence au mat rock et ça m'a permis aussi de développer le côté post-rock pour dire que même au sein du post-rock, on peut encore faire des subdivisions si on aime bien mettre des étiquettes. Après, le rock, c'est une musique qui se mélange de toute façon de base. Tous les genres de rock se mélangent avec d'autres genres. Le rock, le post-rock fait partie du rock, de toute façon. Et du coup, étant donné le côté vraiment underground du style, comment t'as fait pour tout ce qui est trouver tes sources, etc. quoi? Eh bien, ordinateur, Wikipédia. Beaucoup de recherches internet. Bandcamp, oui, beaucoup. Bandcamp, SoundCloud. Voilà, des sites comme ça qui permettent de... T'as des musiciens qui ont vraiment leur actualité Ah sur ouais, SoundCloud. Tous les musiciens de post-rock ont un site Bandcamp, déjà. Et même Mono, les plus connus, Mogwai, ils ont leur Bandcamp. Le livre m'a pris 2 ans quand même. Ce qui était le plus long, en fait, c'était les recherches. Évidemment, parce que je partais quasiment de rien. Je connaissais quelques groupes. Et je me suis dit, on va y aller comme ça, quoi. Puis on verra bien. Et est-ce que pour toi, être underground, c'est vraiment un critère pour être un groupe de post-rock? Non, je crois qu'ils pouvaient. D'ailleurs, Mogwai, pour revenir à eux, sont les premiers épatés parce que pour la première fois, un groupe de post-rock est en tête des charts en Angleterre. Ce que tu m'avais dit, ouais. Au niveau rock. Au niveau rock. Spécialité rock. Et ça, c'est la première fois. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Post-rock, quoi. Les bonnes radios locales qui bossent beaucoup de rock, faut pas qu'elles hésitent. Et du coup, selon toi, est-ce que le post-rock, c'est un style qui est voué un peu à se démocratiser Il commence. En France, il y a une bonne scène post-rock, mine de rien, qui bouge bien, qui se remue. Il y a un autre terme que tu utilises beaucoup, c'est le terme musique de film. Qu'est-ce que tu entends par musique de film? Parce qu'il y a des groupes qui se sont inspirés de cette musique post-rock pour refaire des films, soit qu'ils ont créés eux-mêmes, ou souvent des films muets. Symphonie d'une grande ville, par exemple, qui date de 1927, qui a été refait par Ezekiel, un groupe français. Alors ça s'appelle Berlin. Et donc pendant ce concert, ils faisaient le concert et il y avait le film qui était projeté. D'accord. Et ils ont déformé, reformé ça. Et du coup, oui, on se rapproche des musiques de films. Alors il y en a qui n'utilisent pas du tout de films, mais c'est aussi écouter un film. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient s'intéresser au post-rock actuellement? D'abord, il faut faire fi des a priori, quoi. Pas d'a priori. Il faut se laisser aller et puis prendre les 3-4 plus gros et puis affiner petit à petit. J'ai cité Mono, j'ai cité Mogwai, j'ai cité un autre groupe canadien, alors il faut retenir le nom, Godspeed You, Black Emperor. C'est un groupe qui vit en communauté depuis 20 ans. Ah oui, c'est original ça. Ils sortent un album tous les 4 ans à peu près. Et le post-rock, il faut savoir que c'est une musique qui sait bien faire réfléchir, un peu comme la musique classique. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est vraiment le post-rock, il faudrait presque commencer par Mono. Les mélodies sont très japanisantes un peu. À une époque, on ne peut plus voyager, donc ça fait du bien. Voilà, on le fait dans la tête, on voyage dans la tête. Donc il faut faire fi des a priori, fermer les yeux ou les ouvrir comme vous voulez. Surtout si c'est sur scène, c'est mieux de les voir parce qu'en général, il y a toujours un show derrière. C'est très visuel, très visuel. Patrick Bénard, merci c'est moi. de nous avoir accordé cette interview. On va juste montrer le livre, évidemment. Très important. Le post-rock, le livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Partout. Où vous voulez. Chez tous les bons libraires? Chez tous les bons libraires, même les mauvais. Il suffit de le commander.
Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt.